était citoyen. Donc, dans notre passeport, on ne se dit pas que tel et tel est musulman. On dit tel et tel est marocain, tel et tel est français ou espagnol. Donc, deux conceptions très abstraites. Et comment formuler un concept de leadership qui est basé sur des concepts fluides comme ça? C'est ça le problème. Lorsqu'on parle de leadership dans le monde arabe, qui est un titre très intéressant, je crois, c'est-à-dire comment faire pour définir cette leadership. Moi, je préfère parler de quelque chose de plus concret, que c'est le leadership dans un contexte étatique. Et dans ce cas-là, on peut même parler au même régional. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on commence par parler du leadership? Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot leadership? Je vous propose la question, je vous pose la question. Leadership, c'est quoi? Alors, on va prendre un exemple. C'est quelqu'un qui fédère. C'est quelqu'un qui fédère. Il regroupe les opinions pour aller de l'avant. D'accord, exactement. C'est ça une définition de leadership. Là, au lieu du printemps arabe, ça fait pas très longtemps, mais j'ai dit à un collègue à moi que je vois aucun leadership. Il y avait des mouvements protestataires, il y avait beaucoup il y avait un mouvement social, il y avait presque un air révolutionnaire, mais il n'y avait pas de vision. Il y avait un discours moralisateur, si je me permets l'expression. Il y avait contre la corruption, contre ça. Il y a aussi des confusions. Il y a par exemple des gens qui se proclament du parti ou du mouvement islamiste qui parlaient de la République ou qui parlaient de la démocratie, des termes qui n'existent pas, jamais de la vie qui ont existé dans la pensée islamique. C'est-à-dire, il y avait aussi dans ce cas-là, il y avait des contradictions, des confusions. Donc il n'y avait pas une vision. Et lorsque je parle d'une vision d'un leadership, on parle de quelque chose qui ressemble un petit peu à la déclaration de l'indépendance des États-Unis. Vous vous rappelez très bien, en 1776, Thomas Jefferson et ses collègues, ils ont écrit une déclaration qui est très simple, qui est très courte, pour parler de l'avenir du peuple américain qui était colonisé par la Grande-Bretagne, et ils font appel à l'opinion du monde mondial pour les soutenir. Et c'est un petit document qui a inspiré de suite la Constitution américaine. Et vous savez très bien que dans ce document-là, et la Constitution américaine à la fin du XVIIIe siècle, il n'y a pas une seule mention, spécialement dans la Constitution américaine, du mot Dieu. Dieu, il n'est pas jamais mentionné dans la Constitution américaine. C'est une Constitution qui a été élaborée dans un sentiment de pluralisme pour donner l'opportunité à tout le monde, et théoriquement même aux musulmans et juifs, d'avoir accès au pouvoir et même à la présidence. Ils ont éliminé, c'est-à-dire l'article qui stipule qu'il faut avoir une telle ou telle religion pour pouvoir assumer une fonction publique dans le gouvernement fédéral des États-Unis. C'était la fin du XVIIIe siècle, dans un pays qui était complètement, démographiquement parlant, chrétien. Ah, ça m'a rappelé beaucoup. Je peux parler d'autres choses, la constitution de l'Irak et d'Afghanistan après, mais on peut en parler durant le moment de discussion, de débat. Donc, la Révolution française aussi, il y avait une rupture radicale avec le passé. C'est ça ce que veut dire leadership. Lorsqu'on va avoir une idée du futur comme ça, il est nécessaire d'avoir une rupture. Cette rupture est basée sur les données du présent et les aspirations du futur. Comment on imagine maintenant le présent et qu'est-ce qu'on va devenir dans le futur. Et parmi les gens, je m'excuse si j'ose le dire ici, parmi les grands visionnaires du 19e siècle, début du 20e siècle, c'était Theodor Herzl qui a imaginé un État qui n'existait pas, avec des spécificités, avec un nombre de détails qui, avec le temps, c'est-à-dire est devenu pratique